Vous allez nous rejoindre, s'il vous plaît, prendre la place même de Vladimir Fedorovski, Bernard-Henri Lévy. Et pendant que vous arrivez, ces images que nous recevons en direct d'Israël, ce sont les manifestations en Israël, manifestations qui ont lieu contre le gouvernement, la tension intérieure et extérieure qui est en train de peser sur Israël. Je rappelle les derniers développements. Joe Biden a dû changer son programme dans la grande urgence en raison des graves événements qui se produisent en Israël. Toutes les écoles du pays sont fermées. Tous les rassemblements de plus de 1000 personnes sont empêchés en raison de la menace iranienne. Bernard-Henri Lévy, un mot là-dessus, sur l'extrême danger que l'Iran, d'abord, de façon générale, fait peser sur cette région. Oui, et depuis longtemps, en vérité. Et notamment ces derniers mois ou ces dernières années, parce que, tous ces proxies que l'Iran entretient et instrumente, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis, les milices irakiennes, et ainsi de suite. Et puis deuxièmement, le vrai fond de décor de tout ça, c'est que l'Iran est au seuil du nucléaire. C'est-à-dire que, contrairement à tous les engagements internationaux que l'Iran a pris, comme vous le savez, les inspections sont de plus en plus difficiles. Les caméras de télésurveillance supposées vérifier l'avancement du programme nucléaire, éventuellement militaire, sont débranchées. Et l'enrichissement de l'uranium est à des niveaux, à des multiples très très impressionnants de ce qui était autorisé par les accords autrefois signés par Obama. Donc, on a là un pays, un grand pays, une grande civilisation, une grande culture dirigée par un groupe de vieillards fanatiques et qui sont au bord de disposer de la plus effroyable des armes. C'est ça le décor général de toute cette crise que l'on traverse aujourd'hui. Le danger tous azimuts, les images qui sont là, c'est ce commando des gardiens de la révolution iranien qui a arraisonné, qui a pris, c'est un acte de piraterie, ce bateau qui est en partie possédé par un homme d'affaires israélien basé à Monaco. Ce soir, les États-Unis somment l'Iran de le libérer. On voit que tout est possible. Ce régime a beaucoup de moyens en main, des moyens visibles et des moyens invisibles. Oui, il a les moyens que je viens de vous dire, c'est-à-dire il a les moyens de son impérialisme, au fond. L'Iran, c'est une grande puissance aujourd'hui impériale, même si le régime est contesté par son peuple, même s'il est vilipendé par les femmes, même si une femme qui fait irruption dans un stade de football comme aujourd'hui se fait maîtriser par la police dans des conditions d'une brutalité insensée, ce régime, il est impérial, il est puissant, il a des tentacules dans toute la région et peut-être au-delà. Donc voilà, l'Iran, aujourd'hui, mais ça moi je le sais, vous savez, depuis 1979, c'est-à-dire quand l'ayatollah Khomeini était en exil à Paris et qu'il préparait sa révolution, il y avait un débat chez les intellectuels français. Moi j'étais un jeune intellectuel et je savais déjà que ce qui était en train de naître en Iran était un événement absolu, avec une dangerosité maximale. 40 ans après, 45 ans après, nous y sommes. Vous signez un livre important qui rencontre un grand succès, Solitude d'Israël, qui est évidemment le livre de ce qui s'est passé le 7 octobre, le pogrom du 7 octobre, mais c'est aussi maintenant le livre de ce qui est en train de se passer maintenant. Est-ce qu'Israël est davantage menacé qu'il l'était en 73, en 67, etc. Bien sûr, parce que quand on regarde les choses, quand on élargit la focale, quand on élargit le cadre, Israël a contre lui des puissances extraordinairement redoutables. L'Iran, donc bien sûr, les nostalgiques du califat sunnite, pas le monde arabe, mais cette partie-là du monde arabe qui rêve du retour du califat, la Russie, désormais, la Turquie. N'oubliez pas, il y a aujourd'hui d'ailleurs, je ne sais pas si on en parle beaucoup en ce moment, il y a aujourd'hui même, dans les dernières heures, une flottille de prétendus humanitaires qui a appareillé une côte probablement turque et qui est en train de se diriger vers Gaza pour tenter une provocation du genre de celle qu'ils avaient tenté en 2000, enfin qu'ils avaient d'ailleurs provoqué en 2010 à l'époque du Mavi Marmara. Donc
vous avez la Turquie qui se joint à tout ça. Vous avez la Chine, d'une certaine façon, qui n'a jamais condamné le 7 octobre, qui refuse de considérer le Hamas comme une organisation terroriste. Donc, ce petit Israël, grand comme 2 départements français ou 3 départements français, qui voit se ranger contre lui les 5 que je viens de vous dire, bien sûr qu'il est vulnérable, bien sûr qu'il est en danger, et bien sûr qu'il l'est probablement plus qu'à l'époque de Saddam Hussein et de la guerre des Scuds de 1991. Quand on met bout à bout tout cela, c'est-à-dire les images qu'on voit en direct, la tension interne en Israël, où Netanyahou a encore de beaux restes politiques, mais il est extrêmement contesté. Le 7 octobre, ils n'ont pas réussi à le prévenir. Et maintenant, quand même, les menaces des Houthis, les menaces du Hezbollah, est-ce qu'Israël est moins invincible que naguère ? On n'est jamais invincible. Vous savez, c'est un adage de Jean-Jacques Rousseau qui disait, dans le contrat social, je crois, « Nul n'est jamais assez fort pour être sûr d'être toujours le plus fort ». Donc, aussi fort que l'on soit, et Israël l'est, et il a raison de l'être, on n'est jamais invincible. On n'est jamais invincible. Donc, évidemment, là, si les alliés d'Israël venaient à flancher, si ces alliés historiques persévéraient dans ce drôle de discours qu'on a entendu, qui consiste à dire on va sanctionner Israël, on va cesser de lui livrer des armes et ainsi de suite, bien sûr qu'on entrerait dans un âge pour Israël extraordinairement inquiétant. Vous avez été personnellement visé par l'Iran à 2 reprises. Il y a eu une sorte de contrat, je crois que c'était $150 000 pour vous tuer. La République islamique d'Iran veut peut-être toujours vous tuer. C'est le Wall Street Journal notamment qui l'avait révélé de manière extrêmement détaillée. Vous faisiez partie d'un petit groupe de personnalités que un militaire iranien devait faire tuer ou enlever. Pourquoi cette fixation sur vous en particulier, de ce régime ? C'est pas moi en particulier, vous savez, c'est d'abord les femmes iraniennes. Elles sont visées particulièrement dès lors qu'elles refusent de porter le voile et dès lors qu'elles mettent leur rouge à lèvres de travers. Il y a tant de gens qui sont visés. Non, je dois faire partie, en effet, c'est des gens relativement renseignés, je fais sans doute partie de ceux qui, très tôt, ont compris que cette révolution islamique en Iran, c'était pas juste un épisode de plus dans l'histoire des radicalités ou même dans l'histoire de l'islam politique, mais que c'était un cran de plus. Donc voilà, je dis ça depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années. La dimension antisémite de ce régime, on rappelle qu'à plusieurs reprises, le régime iranien a voulu la destruction d'Israël et aussi a voulu interdire, par exemple, les récits de la Shoah. Il y a vraiment là, dans ce régime, quelque chose de très total dans ce domaine-là. Oui, et puis les concours de caricatures de caricatures négationnistes, il y a eu tout ça. Alors, ça n'est pas vrai du peuple iranien. C'est ça qui donne de l'espoir, d'ailleurs. C'est que le peuple iranien... et au contraire, il y a même aujourd'hui d'ailleurs, je lisais de ces derniers jours, des graffitis sur les murs de Téhéran ou d'autres villes iraniennes qui se moquent des mollahs, qui disent qu'ils n'auront pas l'audace, enfin je ne veux pas entrer, et qui soutiennent implicitement Israël. En revanche, ce régime des mollahs, oui, il carbure à l'antisémitisme. C'est un élément essentiel de sa doctrine. Ce régime, la solidité de ce régime, on rappelait les dates tout à l'heure, 79, on est en 2024. Beaucoup de journalistes, beaucoup d'éditorialistes, d'écrivains, etc. ont dit, il va tomber. Il a tenu bon. Il y a une solidité de ce régime, hélas évidemment, pour Israël et tous ses adversaires. Oui, mais c'est la solidité des dictatures. Ce sont... des tigres de papier, mais ce sont quand même des tigres. Et ils tiennent, les tigres, tant qu'ils parviennent à terroriser leur peuple. Et puis un jour vient où les peuples décident de ne plus avoir peur, décident de ne plus se laisser intimider. C'est ce qui se passe depuis quelques années en Iran. Dans les rues d'Iran,
notamment ce mouvement des femmes admirables, qui bravent la police du régime, qui bravent les tueurs à la solde de ces vieillards corrompus et cruels. Elles sont en train de leur retirer leur assentiment. Et c'est comme ça que les dictatures tombent. Elles ne tombent pas de l'extérieur, elles ne tombent pas parce que un ennemi extérieur leur fait la guerre, elles tombent lorsque leur sujet décide de leur retirer leur consentement. On sait ça depuis le traité de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Voilà, les dictateurs tiennent tant que les peuples l'acceptent. Est-ce que le peuple iranien continuera longtemps d'accepter cette dictature féroce, folle et suicidaire ? Je ne sais pas. Vous racontez très bien dans Solitude d'Israël comment, ici en Occident, la bataille ne se livre pas seulement là-bas. Ici en Occident, il y a une part croissante de l'opinion, notamment la jeune opinion, qui renvoie dos à dos, par exemple, Israël et l'Iran, qui n'est plus du tout sur une ligne, disons, de compassion à l'égard d'Israël. Mais ça, le dos à dos, c'est une des maladies de l'époque. Vous savez, au moment du siège de Sarajevo, il y a 30 ans, on disait déjà les musulmans bosniaques et les Serbes orthodoxes, qui se conduisaient comme des bouchers, dos à dos. C'est du pareil au même. Au moment du génocide du Rwanda, où il y avait des génocidaires qui étaient les Hutus et des génocidés qui étaient les Tutsis, on disait affrontements tribaux, dos à dos. Au moment je sais pas, du génocide du Darfour, la même chose. On disait les chrétiens contre, etc. Donc le dos à dos, c'est vraiment une lèpre de notre temps. Cette incapacité à voir le mal, à désigner l'adversaire, à distinguer cette paresse de l'esprit qui fait qu'on ne distingue plus entre les agresseurs et les agressés, c'est une maladie de l'époque dont Israël pâtit aujourd'hui. Parce que dans cette histoire, cette guerre qui a commencé le 7 octobre, il y a un agressé, c'est Israël, qui a été envahi ce jour-là, dans les conditions que nous savons, on ne va pas y revenir, et qui est agressé par toutes les puissances coalisées dont nous parlions tout à l'heure. Voilà. Mais en effet, dos à dos. Quand on ne veut pas comprendre, on dit la nuit où toutes les vaches sont grises. Voilà, c'est pareil. Les victimes et les bourreaux, c'est pareil. Ben, je ne crois pas. Est-ce que votre bataille est en train d'être perdue en France ? On assiste en France à des choses incroyables. On en parlait la semaine passée dans cette même émission. L'enseignement de la Shoah en France. L'enseignement de la Shoah est impossible en Iran, qui est une dictature, mais en France, ici, il y a certains établissements scolaires où les enseignants ont peur d'enseigner la Shoah. Ça paraît inouï. Ben, elle n'est pas perdue parce que les enseignants en question tiennent, en tout cas ne lâchent pas, et il ne faut pas qu'ils lâchent parce que si on cesse d'enseigner la Shoah, il y a deux conséquences. D'abord, une atteinte à la mémoire des morts. Phrase de Walter Benjamin, même les morts ne sont plus en sécurité. Et puis, si on cesse d'enseigner la Shoah, on se désarme pour voir venir et pour éventuellement prévenir les massacres et les génocides de demain. C'est très important, la mémoire de la Shoah, pas seulement pour les descendants des victimes, mais pour le monde. Donc, il y a une bataille et il y a des enseignants courageux qui vaille que vaille, tiennent bon. La bataille est en cours. Et la démographie, la force de la démographie, le fait qu'il y a une communauté musulmane très importante en France et indépendamment des islamistes, pour beaucoup de musulmans, par exemple ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, et on peut entrer dans leur logique, est plus important que ce qui s'est passé il y a plusieurs décennies. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si vous étiez face à un jeune musulman, par exemple, qui vous dit « Très bien, bien sûr, il peut compatir à la Shoah, mais Gaza, c'est maintenant. » Et eux le ressentent comme ça. D'abord, je ne crois pas vous dites la démographie, l'important. Je ne crois pas du tout que la majorité des Français d'origine musulmane soit sur cette position-là. Je crois qu'ils ont très bien compris de quoi ils retournent, où est l'agresseur, où est l'agressé, pourquoi cette guerre, etc. Je ne crois pas du tout cela. Non, non. Et si j'étais face à
un jeune Palestinien, par exemple, de Cisjordanie, je lui demanderais, par exemple, quel avenir il voit pour lui et pour sa famille sous la férule du Hamas. Comment il s'imagine vivre sous une Cisjordanie où le Hamas serait devenu le champion, le héros et l'icône du peuple. Et je pense que voilà, il y aurait une conversation, un dialogue intéressant et où je ne suis pas sûr que mon interlocuteur serait sourd à ces arguments. Est-ce qu'il y a une banalisation d'Israël aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qui considèrent que c'est une nation qui défend ses intérêts comme d'autres, mais qui n'a pas plus de droits, moins de droits, et avec évidemment une sorte d'affaiblissement de la position morale d'Israël dans le monde. Israël a moins de droits. C'est pas qu'elle en a plus ou autant. C'est qu'aujourd'hui, Israël a moins de droits qu'une autre nation. Si vous regardez comment le monde a réagi lorsque la coalition internationale est allée taper Ben Laden en 2001, en Afghanistan, tout le monde applaudissait, tout le monde disait bravo l'Amérique, bravo la France, bravo l'Angleterre, vous avez le droit d'aller taper Ben Laden. Mossoul. J'ai tourné un film sur la bataille de Mossoul. J'ai suivi entre novembre 2015 et janvier 2016, pas à pas, les combats de la division d'or irakienne contre Daesh. Pas un mot. L'Irak de l'époque, appuyé par la France, appuyé par les États-Unis, appuyé par d'autres États arabes, avait tous les droits d'aller opérer à Mossoul d'une manière d'ailleurs épouvantable. Aujourd'hui, Israël a le droit, mais enfin, avec beaucoup de réserves. On lui impose de mener telle bataille et de se retenir de mener telle autre bataille, et ainsi de suite. Donc Israël a moins de droits que les autres États de la planète aujourd'hui. Est-ce que ce monde vous fait peur, Bernard-Henri Lévy, le fait que les nationalismes partout gagnent du terrain? On va sans doute le voir aux prochaines élections européennes, en tout cas les sondages le montrent, mais c'est vrai partout. On a l'impression que la puissance, la pulsion nationaliste que vous avez tellement combattue gagne contre vous. On verra, peut-être, si les jeux ne sont pas faits, ni en Europe ni ailleurs. On verra. Pour l'instant, vous avez des candidats, des listes aux élections européennes qui choisissent d'aller à la bataille électorale précisément sur le contraire de ce que vous dites, c'est-à-dire en parlant de l'Ukraine et en parlant du Proche-Orient. C'est le cas de la candidature Glucksmann, qui ne fait pas mystère de son opposition à Poutine et du sentiment qu'il a que ce qui se joue en Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe, et il monte dans les sondages. Et vous avez la liste Renaissance, qui, elle non plus, ne met pas son drapeau européen, internationaliste, non chauvin, dans sa poche. Pour qui voterez-vous ? On verra sur ce. Je voterai pour celui des deux que je viens de nommer là, pour celle de ces deux listes, qui me semblera la plus européenne, qui me semblera prendre le plus au sérieux cette idée que notre sécurité à tous se joue à Kiev, se joue à la frontière du Donbass, face aux forces russes. Celui qui le dira avec le plus de clarté, ça pour moi c'est l'enjeu. Ça et le Proche-Orient, ce sont les deux enjeux essentiels. Voilà. On va parler de ces deux fronts encore dans un instant, mais si on reste à cette idée nationaliste, rappelez-vous quand Le Pen disait, il avait cette formule qui est celle des identitaires disant « j'aime mieux mes sœurs que mes cousines que mes voisines ». Est-ce que c'est la loi du monde ? C'est la loi d'une partie du monde. Et puis vous avez aussi Joe Biden qui à deux reprises d'ailleurs, une fois contre Poutine il y a quelques mois et aujourd'hui contre l'Iran, dit « don't ». Voilà, la loi du « don't », ne faites pas ça. Nos intérêts directs ne sont peut-être pas menacés. Les Israéliens ou les Ukrainiens ne sont ni nos cousines ni nos voisines, mais ne le faites pas. Ça, c'est une vision internationaliste, universaliste, où les droits humains ne se partagent pas. Et il y a toute une partie du monde qui résonne encore ainsi grâce au ciel. Grâce au ciel, et peut-être on verra ce que signifie le ciel pour vous, grâce aux Américains. Vous citez de vous-même les Américains. Quand on parlait des raisons, il y a beaucoup de gens qui détestent Bernard-Henri Lévy. C'est un clan large. Le fait que vous soyez de façon assumée pro-américain, il y a tellement de gens gênés de l'être, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Vous dites oui. Bravo les Américains.
Écoutez, oui, bravo les Américains. Je ne serais pas né sans les Américains. Je ne serais pas né sans la bravoure des jeunes soldats qui ont débarqué en Normandie, d'une part. L'Europe kidnappée, comme disait Milan Kundera, ne serait pas libérée sans le pape, les dissidents et Ronald Reagan. Voilà. La Bosnie, le massacre aurait duré si un président américain qui était Bill Clinton et un président français qui était Jacques Chirac n'avaient décidé de mettre un stop. Donc oui, les Américains ont souvent été au rendez-vous de la démocratie, de la liberté, de l'humanisme. Encore aujourd'hui, ils ont la clé, c'est-à-dire encore aujourd'hui, on a besoin d'eux absolument. Oui, parce que l'Europe de la défense en est à ses balbutiements. Et quoi qu'on dise de la puissance militaire d'Israël, si demain il y avait une confrontation militaire avec l'Iran, s'il fallait aller chercher les sites nucléaires iraniens sous la terre, au pied des montagnes où ils ont été logés, les seules bombes au monde qui sont capables de le faire, ce sont des bombes américaines. Personne d'autre ne les a. Donc bien sûr, il y a une supériorité militaire considérable des Américains, mais je m'en réjouis. Je préfère que ce soit les Américains qui disposent de ce type d'armes que les Russes ou les Chinois. Donc ils ont encore aujourd'hui cet avantage stratégique-là. Les développements en Israël, on reçoit à l'instant Hagari, c'est le porte-parole de l'armée israélienne, sur l'enchaînement des événements. Écoutez ce qu'il déclare, visiblement, il y a une sorte de répit momentané. En tout cas, c'est ce qu'il a l'air de dire. Au cours du week-end, nous avons procédé à des évaluations de la situation et élaboré des plans en vue d'une attaque de l'Iran. Les forces armées sont très bien préparées à l'attaque, à la défense et à un large déploiement. À partir de demain matin et durant les prochains jours, les systèmes éducatifs et les voyages prévus n'auront pas lieu. À partir de ce soir et dans les jours à venir, aucune activité éducative, y compris les nuitées dans les parkings et les excursions, ne sont autorisées. Voilà, les nouvelles qui sont en train de tomber. La Jordanie ferme temporairement son espace aérien en raison des risques régionaux. Beaucoup de pays recommandent à leurs ressortissants de quitter soit l'Iran, soit la région en général. Les Iraniens préparent quelque chose. Quels sont selon vous les scénarios qui sont sur la table ? Je ne sais pas et je ne veux pas entrer là-dedans. Il y a 1000 hypothèses possibles à travers leur proxy, le Hezbollah. Ils peuvent fermer le détroit d'Ormuz. Ils peuvent commettre la folie de frapper Israël depuis le sol iranien, ce qui là serait une folie. Ils le savent. Ils ont été prévenus par le président américain. Donc on verra. Moi j'ai tendance à penser, vous savez, que encore aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, lorsque les démocraties haussent le ton, lorsqu'elles donnent le sentiment d'être prêtes à vraiment défendre leurs valeurs, j'ai encore le sentiment que cela marche, que les dictateurs se calment ou reculent. Est-ce que ça veut dire... Ça ne sera peut-être pas le cas très longtemps, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Bernard-Henri Lévy, cas d'école, évidemment, tout le monde sait que c'est un dilemme qui se posera tôt ou tard. Est-ce que les Israéliens ou les Américains devront bombarder les sites nucléaires iraniens avant qu'ils aient la bombe ? Le monde devra faire en sorte, d'une manière ou d'une autre, devra décourager les Iraniens de franchir le petit cap restant pour arriver, en effet, pour dépasser le seuil du nucléaire. Ça s'appelle bombarder ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faudra... vous savez bien, il n'y a pas 1000 façons, c'est pas en leur faisant des resets qui... Non, mais la dissuasion, ça marche, la menace, ça marche lorsqu'elle est crédible. Là, nous sortons d'une époque de quelques années où la menace américaine, la dissuasion américaine n'était plus crédible. Elle n'était plus crédible depuis que les Américains ont abandonné les Kurdes de Syrie, depuis que les Américains ont abandonné l'Afghanistan, d'une manière d'ailleurs ahurissante. Bref, il y a eu... Là, le monde est en train, et notamment ces dictateurs-là, ces États gangsters, sont en train de prendre à nouveau au sérieux la puissance américaine et sa capacité à défendre vraiment ses valeurs. Donc ça peut suffire. Mais en tout cas, déjà, l'arme nucléaire entre les mains d'une démocratie, on a vu Hiroshima, Nagasaki. C'est l'horreur absolue. Rappelez-vous les textes de Camus, les textes de Jaspers. À l'époque, c'est horrible.
entre les mains d'une dictature, entre les mains d'un Poutine, comme c'est le cas, ou entre les mains demain d'un Khamenei, là, c'est un vertige absolu. Cela doit être empêché. Est-ce que ça veut dire assumer une part d'impérialisme ? C'est John McCain qui disait « Si les démocraties ne sont pas impérialistes, c'est les dictatures qui le seront à leur place ». Bien sûr, évidemment. L'impérialisme démocratique, vous l'assumez ? Non, pas l'impérialisme démocratique, mais que les grandes démocraties tendent la main à ceux qui, dans les pays non démocratiques, se réclament de leurs valeurs, qu'on tende la main aux Kurdes en Irak, qu'on tende la main aux femmes en Iran, qu'on tende la main en Afrique à ceux qui refusent la loi des milices Wagner. Ça, je l'assume. Qu'on leur tende la main, qu'on les aide, que les services occidentaux les financent peut-être. Ça, bien sûr, je crois, dans cette espèce de champ de bataille que sont toujours les relations internationales. Mais la bataille est en train de s'intensifier. Bien sûr que les démocraties doivent être fortes. En Ukraine, par exemple, si nous avions été plus forts dès le début, si nous avions soutenu avec plus de résolution la démocratie ukrainienne attaquée, la guerre n'aurait peut-être pas duré comme elle le fait jusqu'aujourd'hui. Vous amenez le sujet, effectivement. On a l'impression que le cours va dans le mauvais sens pour les Ukrainiens. Et c'est l'Ukraine elle-même qui le dit. C'est en particulier Syrski, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. La situation sur le front de l'Est s'est considérablement détériorée ces derniers jours. C'est principalement dû à l'intensification des actions offensives de l'ennemi après les élections présidentielles en Russie. Comme si, en réalité, non seulement l'Ukraine n'a pas réussi à reconquérir du terrain, elle est en train d'en perdre, et c'est son général en chef qui le dit. Bien sûr, elle est en train d'en perdre très peu. Par parenthèse, tout ça se joue, je connais ce terrain, je crois, assez bien. Oui, et vos films en témoignent, vous êtes allé partout. Voilà, j'y ai consacré plusieurs films, etc. Donc c'est quelques centaines de mètres. Mais il y a une raison pour laquelle l'Ukraine est en difficulté. Ce qui manque à l'Ukraine, c'est pas la vaillance des hommes, c'est pas le patriotisme des citoyens. Ce qui lui manque, c'est les armes, évidemment. Moi, j'ai filmé des positions de première ligne où les armes, où les munitions se comptent à l'unité, face de l'autre côté à une Russie qui reçoit à jet continu des obus en provenance de Corée du Nord ou des drones en provenance d'Iran. Donc il y a un front des dictatures qui lui est assez uni, qui fonctionne bien, sans état d'âme. Plus que nous, plus unis, et il y a en plus face, efficace. Bien sûr, il y a moins d'hésitation. Chez nous, il y a des hésitations, il y a des états d'âme, il y a de la tartufferie, voire de l'hypocrisie, naturellement. Donc, la déclaration du général Syrski, qui est un grand général, qui est en effet le général en chef des armées ukrainiennes depuis le départ de Zaloujny, c'est ça qu'elle veut dire. Nous ne pouvons pas gagner tant que vous ne nous en donnez pas les moyens. Mais le président Zelensky dit ça depuis le premier jour. Fermez le ciel, il disait. Fermez le ciel. Après, si vous n'êtes pas capable de fermer le ciel, livrez-nous des F-16. Alors comment expliquez-vous que les Américains, vous avez fait tout à l'heure l'éloge des Américains, que là, les Américains semblent abandonner l'Ukraine? C'est le mot qu'utilisait hier sur notre antenne Yakovlev. Il disait « les Américains abandonnent en l'état l'Ukraine ». Et c'est pas seulement Trump, c'est déjà maintenant Biden. Je ne crois pas. Permettez-moi de vous donner ma propre impression. J'étais il n'y a pas très longtemps au Congrès des États-Unis, où j'ai présenté devant le Congrès le 3e de mes films tournés en Ukraine. Et j'ai bien vu, vous avez en effet une grande partie des républicains, sinon tous, qui se sont fait à l'idée, à mon avis à tort d'ailleurs, d'une victoire de Trump et qui sont déjà alignés. Vous avez en effet une partie du Parti démocrate, la soi-disant gauche du Parti démocrate, les wokistes qui disent que tout ça, cette guerre entre Européens, ça ne les concerne pas, c'est une guerre de nantis. Mais enfin, vous avez un très grand nombre de congresswomen et men qui savent que la sécurité du monde libre et son avenir se jouent en Ukraine. La messe n'est pas dite. Les 61 milliards de dollars, on va voir, ils sont toujours en ballottage. Et pourtant, pourquoi cette peur du démembrement? Ça, on l'entend de tous les côtés, n'est-ce pas? Les Américains, paradoxalement, ont peur de trop gagner contre la Russie. Pourquoi? Ça, c'est toujours la même histoire. Ça, c'est vrai. C'est comme dans les années 70 ou dans les années 80, les gens n'imaginaient pas la chute de l'Union soviétique. Voilà, l'idée qu'il y ait une prison des peuples
Union soviétique autrefois, Fédération de Russie aujourd'hui, et que les peuples puissent vouloir s'en émanciper, ça fait peur. L'amour de l'ordre, à votre place, je ne citerai pas son nom par charité, mais il y a un éminent diplomate français qui dit toujours il regrette l'Empire austro-hongrois, parce qu'au moins c'était l'ordre. Tous les peuples qui étaient bien sous la coupe de l'Empire austro-hongrois, c'était bien. C'était ni l'Empire soviétique, ni l'Empire de la Fédération russe. L'Empire austro-hongrois, non. C'était pas très sympathique, allez. C'était très policier. C'était un empire léger, c'était un empire dont la tutelle était lointaine. C'était autre chose. C'était pas la dictature de fer de l'URSS et la dictature mafieuse de la Russie. Mais en tout cas, ce conservatisme qui fait que les Américains visiblement préfèrent la Russie dans l'ordre que le désordre. C'est cet épouvantable lieu commun de la plupart des diplomaties au monde. C'est ce qu'on entendait au moment de la guerre de Bosnie, là encore, qui a occupé une grande place dans ma vie. Les gens se disaient, on ne touche pas à la Yougoslavie. Attention à l'éclatement. Lorsque la Croatie voulait se libérer du national-communisme serbe, lorsque Sarajevo voulait vivre sa vie, on disait, il faut un gendarme au Balkan, on ne touche pas, attention au désordre. Donc il y a ça, il y a cette idée, oui, qu'il vaut mieux un ordre que l'on connaît, fût-il brutal, fût-il assassin, que les risques d'un désordre. Je me rappelle, j'ai vu un jour, j'étais, en regardant votre émission d'ailleurs, le patron des services secrets ukrainiens, au début de la guerre, montrant une carte qui indiquait comment il voyait la Russie de demain. Boudanov. Et on voyait une carte divisée en 3. C'est-à-dire que l'Ukraine, en bons démocrates, en bons partisans qu'ils sont, les Ukrainiens, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, voyait une fédération de Russie émanciper ces peuples assujettis. Ça a terrorisé en effet les alliés de l'Ukraine. Cette image est restée gravée, ça je l'ai souvent entendu en France, chez certains de nos voisins, et aux États-Unis. Voilà. Mais ça, c'est la grande peur, non pas des bien-pensants, comme disait Bernanos, mais c'est la grande peur des conservatismes, la grande peur des amoureux de l'ordre, de ceux qui préfèrent, qui veulent l'ordre à tout prix, fût-ce au prix d'une très grande injustice, bien sûr. Le résultat concret de ça, Bernard Lévy, est-ce le fait que les Américains vont forcer la main des Ukrainiens pour leur dire négocier ? On va voir, ce serait horrible. Si c'était vrai, si c'était le cas, ça voudrait dire beaucoup de morts pour rien, beaucoup de souffrances pour rien, beaucoup d'espoir évanoui, et surtout une prime donnée. Si vraiment on force les Ukrainiens à négocier, ça veut dire une prime donnée à Poutine. Donc une prime donnée à la barbarie, une prime donnée à la violence, incroyable partout. Et ça vaudra bonjour Taïwan, bonjour le Proche-Orient, bienvenue, bon appétit messieurs et les Iraniens. C'est ça que ça veut dire. Si on demande aux Ukrainiens de négocier, c'est-à-dire d'accepter le résultat de cette guerre impérialiste déclenchée par Poutine, c'est un bon appétit à tous les impérialistes du monde. Jusque dans leur cynisme, les Américains ont-ils cette espèce d'agressivité que nous avons perdue ? Je ne les trouve pas agressifs, honnêtement. Pourquoi ? Non, ils sont tantôt le vrai dilemme de l'Amérique. Le vrai dilemme de l'Amérique, il est entre l'isolationnisme, mettons, et le wilsonisme. D'accord ? Donc, isolationnisme, c'est on est une démocratie, on est assez grand pour se suffire à nous-mêmes, on élabore un grand mur des deux côtés de notre île-continent et on se désintéresse des affaires du monde. Ça, c'est une tentation américaine et c'est ce qu'on voit encore à l'œuvre. C'est Trump, par exemple. Trump qui est probablement sincère quand il dit qu'il aime et qu'il admire Poutine, mais qui en plus appartient à cette tradition-là. Et puis vous avez une Amérique qui, sans être agressive, sait qu'elle a un rôle historique qui lui appartient d'assumer, qui est de défendre les valeurs démocratiques. L'Amérique a sauvé l'Europe du suicide à 2 reprises. En 1918 et en 1944-45. Elle a sauvé l'Europe du malheur en 1989 avec Ronald Reagan. Donc un beau jour, vous avez un Américain, pas le plus probable. Reagan, personne ne pouvait s'y attendre. C'est comme Zelensky, un acteur devenu président, dont on ne donnait pas cher au début de son mandat et qui se révèle en effet inspiré et qui décide de
permettre à l'Amérique de faire son métier de porte-drapeau des valeurs de liberté. Bernard-Henri Lévy, ce développement sous nos yeux, le Premier ministre Benjamin Netanyahou convoque donc le cabinet de guerre qui sera suivi du cabinet de sécurité dans son ensemble plus tard dans la nuit. On voit que se rapproche une forme de réaction de l'Iran dont on va mesurer le danger très, très exact. Dans votre propre existence, comment est-ce que ça résonne? Vous avez écrit sur le fait que vous n'étiez pas un juif pratiquant, pas du tout. Est-ce que c'est de la conscience d'être juif a changé avec ce qui se passe là? Oui, mais ça a changé le 7 octobre et ça change depuis quelques heures. Le 7 octobre parce que le lieu du monde qui était supposé être un abri contre l'antisémitisme pour tout juif sur la planète a été envahi, violé, profané et a vu se commettre le plus grand pogrom depuis 1945. Et puis c'est vrai que ces heures-là où on entend les bruits de bottes iraniennes de la part d'hommes qui sont à la fois fanatiques et surarmés, et dont le projet explicite, le projet du régime iranien est explicitement d'annihiler l'État hébreu, l'État d'Israël, évidemment que c'est... pour un juif et pour un démocrate et pour un ami de la liberté et pour un ami de du modèle de société d'ailleurs que représente Israël. N'oubliez pas qu'il y a aussi des minorités très importantes, notamment une minorité arabe. Tout ça est glaçant. Cet épisode-là est glaçant. L'Iran d'aujourd'hui, c'est pas la Jordanie de 1967. Bernard-Henri Lévy, merci. Je recommande votre livre « Solitude d'Israël ». Dans quelques instants, on va voir ces mêmes événements sur un aspect beaucoup plus militaire. C'est le colonel Père de Jong qui va nous rejoindre. Merci beaucoup et à tout de suite.